Cette vidéo va traiter de dynamique analytique, c'est-à-dire avec des torseurs. On va se contenter de regarder soit des mouvements de translation, qui subiront une accélération ou une décélération, soit des mouvements de masse ponctuels, c'est-à-dire d'éléments qui n'ont pas de moment dynamique. Première constatation de dynamique, si je fais tourner par exemple un support et que je mets la bille au-dessus de l'axe de rotation, la bille ne se met pas à bouger. Si par contre je fais osciller une bille et que je fais tourner son support, je me rends compte que le plan d'oscillation de la bille ne va pas changer alors même que le support qui maintient la bille va tourner. Effectivement, il n'y a pas d'effort transmis au cours de la rotation qui va venir faire changer le plan d'oscillation de la bille. On le voit un petit peu mieux sur cette vidéo en vue de dessus. C'est-à-dire qu'en dynamique, un mouvement a tendance à se perpétuer, à continuer, sauf s'il y a des efforts qui viennent le faire changer. Ici, dans un simulateur logiciel, j'ai une masse ponctuelle, la petite bille, je vais lui appliquer un effort selon l'axe des X. Et on va simuler son mouvement. Donc j'applique un effort constant selon l'axe des X, je lance le calcul de la simulation et on va voir que la petite masse va se mettre à se déplacer vers la droite, se déplacer avec une accélération constante. La vitesse se met donc à augmenter de la même quantité chaque seconde. Maintenant, mettons que j'applique sur cette même masse ponctuelle dans mon simulateur le même effort sur l'axe des X et l'axe des Y. On voit la masse se déplacer selon un angle de 45 degrés, elle subit la même accélération selon l'axe X et sur l'axe Y. Le déplacement se passe donc à 45 degrés. Maintenant, mettons que j'impose une vitesse initiale selon l'axe des X et que j'applique un effort sur l'axe des Y. La vitesse initiale sur l'axe des X est constante, elle se perpétue. Par contre, sur l'axe des Y, je suis une accélération. La trajectoire est parabolique. Mettons maintenant que le corps vert soit un satellite qui se déplace dans l'espace, il va se déplacer à vitesse constante et rien va changer son mouvement. Mettons que le corps rouge, maintenant, est une attraction de la gravité, par exemple que ce soit une planète. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette attraction va attirer le corps vert au cours de son mouvement et venir dévier sa trajectoire, qui était initialement en ligne droite. Si l'attraction est plus élevée, la trajectoire initiale est tellement déviée que le corps vert va pouvoir rentrer en orbite autour du corps rouge qui l'attire. C'est ce qui se passe par exemple avec l'orbite de la Lune autour de la Terre. Tout ceci mis en équation donne le principe fondamental de la dynamique. On va dire que la somme des torseurs des actions mécaniques qui s'appliquent sur un solide est égale au torseur dynamique. Je vais bien sûr déplacer tous mes torseurs au même point. Il va être important de noter qu'un torseur dynamique nul se résume à un cas de statique. Le torseur dynamique se note D majuscule d'un solide qui est en mouvement. A comme première colonne une résultante, qui est la résultante dynamique, et comme deuxième colonne un moment, on a nous le moment dynamique, noté delta minuscule. Le plus simple, la plupart du temps, ça sera d'écrire ce torseur dynamique directement au centre de gravité. Dans le cadre de mouvements de translation ou de mouvements de masse ponctuelle, c'est-à-dire tellement petites qu'on peut les résumer à un point, on peut dire que le moment dynamique au centre de gravité, et seulement au centre de gravité, est nul. Il y a donc deux cas où le moment est nul en G, dans le cadre où j'ai une masse ponctuelle et dans le cadre où j'ai des mouvements de translation, rectilignes ou quelconques, mais de translation. Le calcul de la résultante dynamique, c'est un vecteur. La résultante dynamique, RD, est égale à la masse, qui est une quantité scalaire, un nombre par exemple 100 kg, multiplié par le vecteur accélération du centre de gravité. Et ça, que j'exprime le torseur en G ou en A ou en ce que je veux, la résultante ne changera pas, ça sera toujours l'accélération de mon centre de gravité. Le centre de gravité qui appartient au solide que je souhaite étudier en dynamique par rapport à un référentiel RG galiléen. C'est un référentiel fixe. Bien entendu, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est fixe dans l'univers? Donc il faut quelque chose qui est relativement fixe par rapport à ce que l'on souhaite étudier. Pour essayer de comprendre, on va prendre un cas relativement simple d'une moto qui se met à freiner. Lors de son freinage, elle va bloquer sa roue arrière qui va se mettre à glisser. Donc la moto décélère selon un axe. Il va falloir que je repère les actions mécaniques. Bien sûr, la moto est soumise à un poids, un effort au niveau de la roue avant, on va considérer qu'elle roule parfaitement, et un effort au niveau de la roue arrière un petit peu incliné en fonction du glissement de la roue arrière. Ce qu'il faut pour étudier le problème, c'est mettre un repère, un axe X et un axe Y, ça nous permettra de repérer nos efforts, et quelques données.
donc la masse passe 150 kg, qui a un coefficient de frottement de 0,5 et une gravité de 10. La gravité de 10 me donne un poids sur l'axe moins y de 150 fois 10. L'effort sur la roue avant est inconnu, il est vertical, je le note dans un torseur, écrit au centre de réduction d'application d'effort, D. Et au niveau de la roue arrière, j'ai un effort de glissement. L'effort de glissement, j'ai un effort Fn normal inconnu et un effort tangentiel incliné vers l'arrière, donc selon moins x qui est égal à l'effort normal multiplié par le coefficient de frottement. Le mouvement de la moto subit une décélération selon l'axe des x, je peux donc calculer la résultante dynamique au centre de gravité, la masse fois l'accélération. L'accélération est inconnue, je la laisse AX selon l'axe des x. Il n'y a pas d'accélération sur y et z, il n'y a donc pas de résultante. Si je fais le bilan de tous mes torseurs, je me rends compte que j'ai déjà deux torseurs qui sont écrits au centre de gravité. Il faudra donc que je déplace ces deux autres torseurs au centre de gravité. Si je déplace le torseur de la roue avant en G, je recopie la résultante telle qu'elle, et ensuite je vais essayer de calculer le moment. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer un moment? Déjà, je vais voir que cet effort a tendance à faire tourner autour de l'axe des Z. Il n'y a donc pas de moment en X et en Y. Ensuite, je tourne de X vers Y, c'est-à-dire positivement sur l'axe des Z, et sa quantité, c'est égal au bras de levier, distance prise perpendiculairement à l'effort, multiplié par l'effort. Je vais faire pareil au niveau de la roue arrière. Dans mon torseur initial, je recopie pour réduire mon torseur au centre de gravité ma résultante. Je vois que ma résultante a une composante sur Y, une composante sur X. Je vais donc remplacer l'effort dessiné ici en noir par une valeur effort normal sur l'axe Y et un effort sur l'axe des X. Je vois que le moment produit va être autour de l'axe des Z, je peux donc mettre les moments nuls en X et en Y. Ces deux efforts en bleu, Fn et 0,5 Fn, vont donc remplacer l'effort noir. Je vais prendre chaque effort séparément et calculer leur moment, donc leur force fois leur bras de levier. Si je prends le premier, ça me fait moins 0,4 fois Fn, je tourne de Y vers X, donc négativement. Et si je prends le deuxième effort, c'est-à-dire 0,5 fois Fn, je vais prendre sa distance multipliée par 0,5 fois Fn, ça fait donc 0,2 fois Fn. Pris négativement, je tourne aussi ici de Y vers X. Tout ceci recombiné, ça me fait un moment sur l'axe des Z de moins 0,6 fois Fn. Et pas de moment sur X, ni de moment sur Y. Maintenant, j'ai tous mes torseurs qui sont tous écrits au centre de gravité. Je vais pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique. C'est-à-dire que je vais dire que la somme des actions mécaniques est égale au torseur dynamique. On va faire comme en statique, prendre résultante par résultante, moment par moment, et écrire tout ça dans un gros système. Dans ce gros système, je me rends compte qu'il n'y a que 3 lignes qui sont exploitables. Ça tombe bien, je n'ai que 3 inconnus qui apparaissent: effort normal, effort sur la roue avant, et accélération selon l'axe des X. On pourra ensuite résoudre ces équations afin de déterminer la décélération, AX, subie par le système, ainsi que les efforts aux appuis. On ne va pas résoudre dans le cadre de cette vidéo ce système d'équations. Ici, il s'agit simplement d'un système de 3 équations à 3 inconnus. La résolution, c'est quelque chose de purement mathématique et ça n'a plus grand chose à voir avec la mécanique que l'on souhaite traiter dans nos vidéos.